Je vais vous parler d'une expédition que j'aurais dû ne jamais faire. Pas parce qu'elle était dangereuse, elle l'était, mais ce n'est pas la raison. Parce que ce que j'ai trouvé au bout de cette expédition a changé ma façon de comprendre un événement historique que tout le monde croit connaître. Et parce que des gens avec des moyens et une influence que je n'imaginais pas, ont essayé de m'empêcher d'y aller. Je m'appelle Lucas. J'ai 37 ans. Je suis alpiniste amateur depuis 20 ans et historien de formation. Une combinaison rare qui m'a mené dans des endroits que ni les alpinistes ni les historiens ne visitent habituellement. Le col de la Croix-Noire est un de ces endroits. Le col de la Croix-Noire n'existe pas officiellement. Il n'apparaît sur aucune carte IGN récente. Il n'est mentionné dans aucun guide de randonnée. Les cartes militaires de la région, que j'avais obtenues via une demande d'accès aux archives de la Défense nationale, le représentaient comme une zone de crête ordinaire sans caractéristiques particulières. Mais sur les cartes antérieures à 1952, les cartes d'état-major établies entre 1820 et 1866, numérisées et accessibles en ligne, le col existait. Avec un nom. Et une note en marge d'une carte de 1847 écrite à la main par le cartographe, accès déconseillé. Village abandonné au-delà. Raison inconnue. Un village abandonné au-delà d'un col qui a ensuite disparu des cartes. En 1847. J'ai passé 2 ans à reconstituer l'histoire de ce col et du village qui se trouvait de l'autre côté. Les archives que j'ai consultées, départementales, ecclésiastiques, notariales, m'ont permis d'établir ceci. Le village s'appelait Sainte-Croix. 32 habitants en 1820 selon un recensement de la paroisse. Des bergers essentiellement, qui exploitaient les alpages de haute altitude pendant l'été et descendaient en vallée pour l'hiver. En 1831, le curé de la paroisse la plus proche, un village à 20 km, avait noté dans son registre la disparition de Sainte-Croix. Pas la mort de ses habitants. Pas leur départ vers les villes comme il arrivait souvent à cette époque. Juste une ligne, Sainte-Croix n'est plus habitée. Les habitants ont disparu. On ne sait pas où. 32 personnes. Disparues entre un recensement et le suivant. Sans trace, sans explication, sans corps retrouvé. La première tentative pour rejoindre le col de la Croix-Noire date d'il y a 3 ans. J'avais préparé l'itinéraire pendant des mois. Le col se trouvait dans une zone des Alpes du Sud accessible techniquement, pas d'escalade, de la randonnée difficile, mais éloignée. 2 jours de marche depuis le dernier village habité. Nuit en bivouac. Matériel pour 3 jours au cas où. J'avais déposé une déclaration de randonnée en préfecture, obligatoire pour les sorties en haute montagne de cette durée. 48 heures plus tard, j'avais reçu un appel. Un fonctionnaire de la direction départementale des territoires. Voix neutre, professionnelle. Monsieur Lucas. Votre déclaration de randonnée mentionne une zone soumise à restriction d'accès. Je vous contacte pour vous demander de modifier votre itinéraire. Quelle zone? Un silence. Le secteur que vous avez indiqué est classé zone naturelle protégée. L'accès est réglementé. Je ne vois pas cette classification sur les cartes que j'ai consultées. Elle est récente. Je vous enverrai le document. Il ne m'a jamais envoyé le document. J'ai essayé de nouveau 6 mois plus tard avec un itinéraire légèrement différent, en contournant la zone que le fonctionnaire avait mentionnée sans la nommer précisément. Cette fois j'avais reçu une lettre. Recommandée. De la préfecture. Me demandant de justifier mon intérêt pour cette zone spécifique et de fournir des garanties sur mes intentions. Des garanties sur mes intentions. Pour une randonnée en montagne. J'avais compris que quelqu'un suivait mes demandes. Quelqu'un qui savait exactement où je voulais aller et qui ne voulait pas que j'y aille. La 3e tentative, celle qui a réussi, date d'août 2023. J'avais changé de méthode. Pas de déclaration de randonnée. Pas de mention de destination précise. J'avais dit à ma femme où j'allais, elle avait les coordonnées GPS et les instructions pour appeler les secours si je ne rentrais pas dans les délais prévus, mais je n'avais rien dit à personne d'autre. J'ai pris ma voiture jusqu'au dernier village. J'ai chargé mon sac. Et j'ai marché. Le premier jour était standard. Un sentier balisé jusqu'à une altitude de 2000 mètres, puis hors sentier dans une zone de lande et d'éboulis. Bivouac à 2300 mètres dans un creux naturel qui m'abritait du vent. Nuit froide.
Ciel parfaitement clair. Silence absolu, ce silence de haute montagne qu'on n'entend nulle part ailleurs, l'absence totale de bruit humain et même presque de bruit naturel. Le deuxième jour, j'ai commencé à comprendre pourquoi le col n'était plus sur les cartes. À partir d'une certaine altitude, 2500 mètres environ, le terrain changeait. Pas de façon spectaculaire. Subtilement. La végétation devenait différente, des espèces que je ne reconnaissais pas, des fleurs d'une couleur légèrement trop saturée pour paraître normales dans cet environnement. Les pierres elles-mêmes avaient une teinte particulière, pas le gris-bleu habituel des Alpes du Sud, quelque chose de plus sombre, presque violet par endroits. Et le silence. Pas le silence agréable du premier soir. Quelque chose de plus dense. Plus total. Comme si même le vent retenait son souffle. Le col de la Croix-Noire était exactement aux coordonnées que j'avais calculées depuis les cartes de 1847. Une échancrure dans la crête à 2700 mètres. Large de 50 mètres. Vue sur le versant opposé, une combe fermée de trois côtés par des parois rocheuses, ouverte au sud sur une vallée que je ne pouvais pas voir depuis le col. Et dans la combe, à 300 mètres en contrebas, les ruines. Je vais essayer de vous décrire ce que j'ai vu avec précision parce que les détails sont importants. Les ruines de Sainte-Croix n'étaient pas ce que j'attendais. J'attendais des fondations. Des pans de murs effondrés. Le genre de vestiges qu'on trouve pour les villages alpins abandonnés au XIXe siècle après des décennies d'érosion et d'enneigement. Ce que j'ai vu, c'était des bâtiments. Pas intacts comme dans un musée, abîmés par 2 siècles d'exposition, les toitures effondrées, les bois pourris. Mais debout. Les murs en pierre sèche qui avaient résisté à 200 ans de conditions alpines. Une dizaine de bâtiments disposés autour d'un espace central. Un chemin entre eux encore visible sous la végétation. Une structure plus grande que les autres, l'église probablement, les Alpes avaient toujours leur chapelle, dont le clocher tenait encore debout, penché mais intact. Sainte-Croix était là. Exactement là où les cartes de 1847 l'indiquaient. Visible depuis le col, accessible en 20 minutes de descente. Invisible depuis n'importe quel autre angle d'approche. Je suis descendu. L'entrée du village, si on pouvait appeler ça une entrée, était marquée par 2 poteaux en bois encore debout de chaque côté du chemin. Ce qui avait dû être une barrière ou un portail entre eux, réduit depuis longtemps à quelques éclats de bois pourri. Et sur le poteau de droite, gravé dans le bois, encore lisible malgré 2 siècles d'intempéries parce que la gravure était profonde et avait été faite avec soin, une date et une phrase. Août 1831, nous partons vers ce qui nous appelle. Que Dieu nous garde. Nous partons vers ce qui nous appelle. Pas nous fuyons. Pas nous sommes chassés. Nous partons vers quelque chose. Volontairement. J'ai exploré les bâtiments pendant 4 heures. La plupart étaient vides, le vide de 2 siècles d'abandon, les objets disparus ou réduits à des fragments indéchiffrables. Mais dans la chapelle, mieux protégée que les autres par ses murs plus épais, quelque chose avait survécu. Un registre de paroisse. Pages collées les unes aux autres par l'humidité, illisibles pour la plupart. Mais les dernières pages, les plus récentes, donc les moins exposées, avaient partiellement résisté. La dernière entrée du registre était datée du 3 août 1831. En latin d'abord, le latin des registres paroissiaux, puis en français dans une écriture différente, ajoutée après coup, comme une traduction ou un commentaire, la lumière est revenue cette nuit pour la 3e fois. Nous avons décidé de la suivre. Tous. Les anciens disent qu'elle revient tous les 40 ans. Nos grands-parents l'ont vue et ont choisi de rester. Nous choisissons autrement. Ce choix nous appartient. Que ceux qui viendront après nous sachent que nous sommes partis librement et avec joie. La lumière revenue pour la 3e fois. Si elle revenait tous les 40 ans et que leurs grands-parents l'avaient vue, cela plaçait la première apparition vers 1751. La deuxième vers 1791. La 3e en 1831. 40 ans plus tard, 1871. Puis 1911, 1951, 1991. Et 40 ans après 1991, 2031, je suis remonté au col en fin d'après-midi. J'avais tout photographié. Le village, les bâtiments, les poteaux d'entrée, le registre. 296 photos. En arrivant au col, j'ai regardé une dernière fois vers la combe en contrebas.
Le soleil descendait derrière les crêtes occidentales. La lumière rasante éclairait les ruines de Sainte-Croix d'une façon particulière, cette lumière de fin de journée en haute montagne qui transforme tout en or et en ombre. Et dans cette lumière, dans la combe fermée en contrebas, j'ai vu quelque chose. Pas les ruines. Pas un animal. Une lumière. Différente de la lumière du soleil couchant. Plus froide. Plus stable. Qui venait de l'intérieur de la chapelle et qui filtrait par les ouvertures dans les murs. Une lumière bleue et immobile dans les ruines d'une chapelle alpine abandonnée depuis 1831. Je ne suis pas redescendu. Je sais que c'est ce que vous voulez que j'ai fait. Que je vous dise que je suis retourné dans la combe, que je suis entré dans la chapelle, que j'ai vu ce que les habitants de Sainte-Croix avaient suivi en août 1831. Je ne suis pas redescendu. Pas par peur, ou peut-être un peu par peur, je serais malhonnête de nier complètement. Parce que le soleil se couchait. Parce que j'étais seul. Parce que redescendre dans la combe signifiait passer la nuit là-bas et remonter au col le lendemain matin et je n'avais pas de marge dans mon planning. Ce sont les raisons pratiques. La vraie raison, celle que je me suis avouée plus tard dans mon sac de couchage au bivouac, c'est que j'avais lu ce que les habitants de Sainte-Croix avaient écrit. Nous partons vers ce qui nous appelle. Tous. Et je n'étais pas certain de vouloir être appelé. Je suis rentré le lendemain. J'ai transmis les photos et les informations sur le registre à 2 historiens spécialisés dans l'histoire alpine et à un journaliste scientifique. L'un des historiens m'a répondu immédiatement. Il connaissait des cas similaires, des villages alpins dont la disparition soudaine au XIXe siècle n'avait jamais été expliquée de façon satisfaisante. Pas nombreux. Mais plusieurs. Il m'a demandé la localisation exacte de Sainte-Croix. Je ne la lui ai pas donnée. Pas encore. Parce que j'ai fait un calcul. La lumière revenait tous les 40 ans selon le registre. Il reste 8 ans. Et je me demande, de plus en plus souvent, de plus en plus sérieusement, si je vais y retourner en 2031. Pas pour documenter. Pas pour photographier. Pour voir ce que les habitants de Sainte-Croix ont vu. Et pour décider, comme eux, si je reste ou si je pars. À suivre. Peut-être. Fin.